soir, comme chaque nuit, pendant 2 heures, Europe 1 va battre au rythme de votre cœur. Alors si vous souhaitez partager avec nous ce qui vous tourmente, ce qui vous indigne, ce qui vous fait rêver ou ce qui vous bouleverse, la ligne est ouverte au 39 21. Vous y serez accueillis chaleureusement par Assiba et Julie, alors que c'est Philippe Chartier qui signe la réalisation de l'émission. Et vous pouvez également à tout moment réagir à ce que vous entendez à l'antenne par courriel sur le site europe1.fr, par SMS au 7 39 21 en commençant vos messages par le mot nuit, ou nous rejoindre directement à l'antenne pour dialoguer avec nous en appelant le 39 21. Jusqu'à 1h sur Europe 1, Caroline Dublanche. Je voulais remercier Blun qui m'a envoyé un mail pour réagir au témoignage d'hier concernant la mort et les enfants. Blun est éducatrice de jeunes enfants et elle dit il y a de très bons ouvrages sur le thème. Elle recommande notamment l'ouvrage Au revoir Blaireau de Suzanne Varley, V-A-R-L-E-Y, chez Gallimard Jeunesse. Elle dit que c'est un classique de la littérature enfantine qui a été maintes fois réédité. Blaireau est vieux, sent qu'il va mourir. Il n'a pas peur, mais il est triste de laisser ses amis seuls. Au lendemain de sa mort, ses amis se retrouvent, se rappellent tous les bons moments partagés avec Blaireau, ce qui leur redonne le sourire. Ils sont sûrs que quand ils se réunissent pour parler du temps où Blaireau était encore avec eux, il les entend. Ainsi, il vit toujours dans leur cœur. Le thème de la mort abordé à travers un groupe d'animaux est traité avec justesse. Même si la mort touche l'un de nos proches, les souvenirs joyeux nous permettent de retrouver le sourire. On n'oublie pas les bons moments passés avec la personne disparue. Elle est encore là, quelque part, en nous. Donc voilà, si vous avez des petits-enfants confrontés à la disparition d'un proche, vous pouvez leur conseiller ce livre Au revoir Blaireau de Suzanne Varley chez Gallimard Jeunesse. Et on va accueillir maintenant Françoise. Bonsoir. Bonsoir Caroline. Bonsoir Françoise. Je suis, c'est vrai comme tout le monde, un peu émue de vous parler. Oui, mais c'est un petit peu normal. C'est un peu compliqué de parler à l'antenne les premières minutes. Voilà, alors je vais vous expliquer le plus rapidement possible. J'ai un petit souci, même un gros souci avec mon petit-fils, qui va faire 6 ans, et qui a il est assez violent avec les autres enfants à l'école. Il est très turbulent, il n'écoute pas trop, il se lève, il ne veut pas lever le doigt. Il travaille bien par contre, il vient de rentrer au CP. Bon, c'est le début, mais enfin, il commence à bien un peu écrire, les chiffres, tout ça. Avec moi, il est quand même très très mignon. De temps en temps, il fait des petits caprices, mais ça marche pas ça tient pas longtemps. Avec sa mère, c'est très très difficile. Et alors à l'école, c'est assez embêtant parce que elle va pas pouvoir le laisser tous les jours à la cantine. La garderie, c'est limite aussi. Et on sait pas quoi faire. Voilà. Alors, vous dites, vous avez utilisé 2 mots pour le caractériser qui sont quand même différents dans leur intensité. Vous avez commencé à dire qu'il était violent, puis turbulent. C'est pas du tout la même chose. Non, c'est pas la même chose, mais disons que il a commencé par un peu de violence par rapport aux enfants à l'école. Il avait tendance à toujours flanquer une claque aux plus petits que lui. D'accord. Alors quand il était à la maternelle, la maîtresse l'a changé de classe, l'a mis dans la moyenne section. Ça allait un petit peu mieux parce que c'est vrai qu'il cherchait la présence de grands. Oui. Et puis ça n'a pas trop duré, quoi. Et là ça recommence maintenant qu'il est au CP. L'autre jour il a donné une bonne gifle juste après la cantine à une petite fille. Et quand je lui ai demandé pourquoi, il m'a dit elle ne voulait pas me lâcher la main. Je lui ai dit mais attends, c'est pas grave de te tenir la main. Ah mais moi je veux pas. Voilà. Alors, il a été toute l'année dernière suivi à un CMPP. Pour ces raisons-là ? Pour ces raisons-là, oui. Alors, il allait 3 fois par semaine à 15 km de son domicile. On venait le chercher à l'école. On le ramenait, ce qui veut dire que ça lui coupait beaucoup toutes les journées de travail. Et il n'y a pas eu beaucoup de progression dans le sens où il avait une orthophoniste et où il avait un travail en groupe avec d'autres enfants.
et un travail avec une psy où il ne faisait que être dans son coin et faire des dessins, m'a dit ma fille, puisqu'elle avait assisté. Oui. Et donc elle n'a pas trouvé nécessaire de le laisser vu qu'il n'y avait pas eu de changement. Il y a eu des hauts et des bas, oui, dans son comportement. Avec moi, il n'est pas violent, il fait de temps en temps des petites crises, des caprices, mais je ne cède pas, puis je trouve toujours quelque chose pour le faire changer de ton de voix, parce qu'il aurait tendance à commander, à vouloir être très... Il est fils unique ? Ah, il est fils unique, oui. Ma fille l'a eu, elle avait 17 ans et demi. D'accord. Et pour l'instant, il est fils unique. Alors, donc, quand on lui a prescrit de voir une orthophoniste, c'est-à-dire qu'il avait des problèmes de langage ? Oui, un petit peu. Il n'est pas dyslexique, mais il avait tendance à... Enfin, il ne parlait pas bien, il n'articulait pas, il n'employait pas de mots. On avait l'impression qu'il ne savait pas parler. Et avec une orthophoniste privée, disons, il avait bien travaillé. Puis comme donc ce CMPP l'a pris en charge, ils ont changé, ils l'ont mis dans une orthophoniste de leur service. Et là, il n'y a pas eu de progression du tout. Et ma fille est en train là de le réinscrire chez l'autre orthophoniste. Est-ce qu'il parle mieux aujourd'hui ? Comment ? Est-ce qu'il parle mieux ? Oui, il parle mieux, oui. Il maîtrise mieux le langage ? Encore, oui, mais il ne fait pas, il mélange tout. Il ne mélange le présent, le passé. Il dit, quand j'étais petit hier... Il sait pas, il raconte des choses un peu... C'est intéressant. Bizarres. C'est intéressant, ça. Oui, mais je sais pas... Oui, mais d'un point de vue au-delà du temps, il a du mal à se situer, peut-être. Oui. C'est-à-dire qu'il se voit peut-être encore petit. Alors, il a 6 ans. Bien sûr qu'il est encore petit, mais c'est plus un bébé. Qu'est-ce qu'il dit quand il dit « quand j'étais encore petit hier » ? Il réagit comme un petit, comme un tout petit, qui supporte mal la frustration. Ah, d'accord. Parce qu'il dit ça d'un point de vue, je veux dire d'un point de vue plus psychanalytique. Oui. Parce que c'est une expression qu'il emploie depuis que je lui racontais des choses d'avant, disons. Oula, c'est pas très français ma phrase. Et donc, je lui disais, quand tu étais petit, j'avais raconté des choses. Alors maintenant, depuis quelque temps, il dit ça, quand j'étais petit, mais il le situe, il me raconte quelque chose d'avant-hier, et puis il me dit, quand j'étais tout petit, voilà. Que lui racontiez-vous quand il était petit ? Ah ben, je sais pas, je sais pas. Enfin, franchement, des petites choses anodines quand on a regardé des photos, Enfin, là, ben, je veux dire... Mais par contre, il veut être grand, il a un grand vélo. Oui, il a envie d'aller vers les grands, ça, ce qui est très bon signe. Voilà, il m'a dit, je suis grand. Il m'a même dit tout à l'heure, j'ai fait du vélo sans casque, parce que maintenant, je suis grand, j'ai plus besoin de casque. Et je lui ai dit, ça, c'est pas bien, parce que tu peux tomber, bon. Mais j'ai été très prudent, il m'a dit. Bon. Oui, mais ça, c'est très bon signe, hein, le fait qu'il se projette comme ça et qu'il ait envie de grandir et qu'il ait envie plutôt de jouer avec des grands. Voilà. Bon. Mais peut-être qu'à un moment, ses difficultés de langage faisaient qu'il exprimait plutôt avec des actes qu'il n'arrivait pas à exprimer avec des mots. Voilà, oui. Bon, ça pouvait jouer. Oui, mais tout le monde me dit, il a une grande colère intérieure, et ça fait des années qu'on me dit ça depuis, parce qu'il a commencé tout petit à avoir cette violence, il avait 2 ans et demi. Alors, violence, c'est peut-être un peu excessif de parler de violence. Disons que, vous savez... À 2 ans et demi. Oui, enfin, de mauvais gestes envers les petits copains, quoi, disons. Oui, mais à 2 ans et demi, il y a des réactions. Si vous voulez, l'enfant supporte mal la frustration, ce qui est normal à cet âge-là. Et beaucoup d'enfants ont des réactions comme ça quand on leur prend un jouet qui n'est pas le leur, quand ils ont tendance à plutôt taper, tirer les cheveux, s'en prendre aux autres. C'est tout le pari de l'éducation que de les humaniser et de dire que on ne tape pas. Et vous voyez, donc je trouve que le mot violence est parfois utilisé un peu trop rapidement.
Oui, mais moi, si je l'emploie, c'est parce qu'il a été dit, mettons, par le centre aéré, où il a été il y a 2 ans. Oui. Il y est allé 2 fois, et en 2 fois, il a abîmé le visage de 2 enfants, dont sa cousine, qu'il a poussé sur un jouet en plastique, je sais pas quoi, un toboggan. Et la petite avait le nez tout abîmé, et il s'est fait renvoyer du centre aéré. Oui, mais ça forcément, dans la vie en collectivité, un enfant qui va bousculer les autres, qui va être avoir des comportements assez d'agressivité, ça va poser problème. Voilà. Hein? Or, il n'a pas toujours ces comportements-là avec vous. Avec vous, il est beaucoup plus calme. Ah oui. Donc c'est intéressant ça. Oui. Et là, c'est la vie en groupe, c'est le contact avec les autres qui pose problème. Avec sa maman aussi, qui a plus de mal à lui poser des limites. Avec son père. Alors, c'est pas son père, puis son père l'a abandonnée quand elle était enceinte. Donc, elle vit avec un garçon qui n'est pas son père et qui l'appelle papa parce qu'il l'a connu il y a très longtemps, quoi. Il a connu il avait 4 mois. D'accord. Il sait, il connaît son histoire? D'après ce que m'a dit ma fille, elle lui en a parlé, mais bon, je ne sais pas juste jusqu'à quel point. Elle m'a dit qu'elle lui avait montré des photos, qu'elle lui avait montré des films, mais... Des films de quoi? Du jeune homme en question, de son vrai papa qu'on avait connu ici, qui était très jeune à l'époque. Mmh. Oui, puisque votre fille avait 17 ans quand elle a eu. Voilà. Mmh. Par contre, vous voyez, je l'ai amené au foot l'autre jour pour la première fois. Je vous posais la question parce que vous m'avez vous-même parlé de... Vous éprouviez le besoin de lui parler de quand il était petit. Vous lui montriez des photos de quand il était petit. Et je vous demandais qu'est-ce que vous lui racontiez. Vous m'avez dit des choses anodines. Disons que oui, parce que là, sur le moment, ça me... Mais oui, mais c'est pas si anodin que ça, son histoire de quand il était bébé. Sa maman l'a eu jeune. Le garçon avec qui elle a eu est parti. Oui. L'a laissé. C'est pas une histoire anodine. Ça a des répercussions aussi sur la vie de votre petit-fils. Ah oui, ça je me doute, oui. 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 Et je disais par contre, vous voyez, je l'ai amené au foot la première fois, la samedi dernier. Il a été vraiment très mignon avec tous les autres enfants. Il n'a pas du tout cherché à garder le ballon, ni à pas leur donner. Non, il a été tout à fait normal, disons, si je peux employer ce mot. Vous voyez ? Mais il n'est pas anormal, hein, non. petit-fils. Hein. Non, c'est pour ça que je le mets entre guillemets. Oui, c'est pour ça. Parce que c'est vrai que ça pose de gros problèmes. Là, ma fille est obligée de redescendre de son travail pour le chercher à midi. Il ne peut plus aller à la cantine tous les jours parce qu'il est très polissant. Il met la panique partout, quoi. L'institutrice se plaint parce qu'il lui parle mal. Elle a fait des notes sur le papier et tout. Je les ai encore lues ce soir. Et ma fille est embêtée parce qu'elle me dit, je ne sais pas comment faire. Il embête tout le monde en plus. Oui, mais en embêtant tout le monde aussi, il attire l'attention sur lui et il exprime quelque chose. Mais oui, mais quoi ? C'est ce qu'il faudrait essayer de comprendre. Voilà, et c'est pour ça que je vous faisais appel à vous pour essayer de savoir par quel biais, parce que donc, jusqu'à présent, toute seule, ma fille de son côté et moi ici, en discutant, on n'a pas trouvé la solution. Au CMP, que vous dit-on ? Que vous a-t-on dit ? Alors, à moi, rien de spécial, puisque je n'ai pas eu de contact, ils n'ont pas voulu m'en parler, donc... non, mais que disait-on à votre fille, à sa mère ? Je sais pas grand-chose, que si ça passait pas, il fallait le mettre dans un centre spécialisé. Enfin, ma fille a commencé à pleurer, en fait, ça a été une horreur, quoi. Mais bon, à part ça, je sais pas trop. Oui, c'est peut-être excessif, là, quand même. Parce que quand même, bon... Oui. Qu'est-ce que ça donnait, le groupe auquel il participait avec les autres enfants ? Ça, franchement, je ne sais pas, parce que ma fille m'a dit que ça donnait rien. Mais... Elle n'était pas présente. Il y avait que d'autres, enfants présents avec le thérapeute. Voilà, oui, j'étais. Oui. Vous ne savez, et là, elle ne savait pas comment il se comportait au sein de ce groupe d'enfants. Non, elle n'avait pas de rapport. Même elle n'avait pas de rapport. Elle n'avait pas de rapport fait non plus par l'orthophoniste. C'est pour ça qu'elle préférait la remettre chez l'ancienne. Oui. Elle lui expliquait, quoi. Oui, c'est important. Et oui. Oui, c'est important qu'il y ait une alliance avec les parents et qu'il y ait un retour pour que les parents puissent aussi comprendre un petit peu ce qui est en jeu. Parce que là-bas, jusqu'au début, il lui avait donné quelques conseils dans le genre qu'il fallait le priver de ci, le priver de là. Mais ça fait donc de ça 1 an et demi, quoi. Au CMP ?
Oui, qu'il fallait être le priver sévère de avec quoi? lui. Mais le priver de ce qu'il aimait, lui dire qu'il fallait lui parler en face en le regardant dans les yeux, en lui disant tu comprends, s'il est là. Enfin bon. Est-ce qu'elle lui parle beaucoup, votre fille? Oui, elle m'a dit que oui. Moi, je vis pas avec elle, donc je sais pas tout Oui. comment ça se passe. Vous les voyez ensemble? Quand vous les voyez ensemble? Quand je les vois ensemble, c'est la guerre. C'est la guerre entre deux? Oui. Parce qu'elle vient le chercher vous voyez, je l'ai récupéré ce soir, là il dort bien sûr, et je lui ramène, enfin, elle vient le chercher chez moi demain soir. Et quand elle va arriver, il va faire l'intéressant, il va faire l'imbécile, comme on dit, il va courir partout, il va faire attirer son attention à elle. On ne peut pas parler, on ne peut pas faire d'échange, et il faut le mettre dans un coin pratiquement ou l'occuper pour pouvoir parler 5 minutes de choses sérieuses, disons. Oui, donc elle n'arrive pas à le canaliser. Voilà, pas du tout. Donc peut-être qu'il y a une, enfin, je ne sais pas ça. Je ne sais pas ce qui a été dit réellement au CMP, ou ce que vous savez, entre parfois ce qui est dit et ce qui est compris et entendu, il peut y avoir une différence. Oui. Peut-être qu'il a été dit qu'il y avait besoin de limites, parce que les limites c'est structurant pour un enfant. Ce qui me frappe, c'est lui parler en le regardant dans les yeux. Oui, en principe, quand on parle à quelqu'un, c'est important qu'il y ait un échange et qu'on s'adresse à lui oui. comme à une personne. C'est-à-dire, parce que si on parle, mais qu'on parle sans s'adresser vraiment à lui... Oui, mais je me suis trompée. Le regarder dans les yeux et se mettre à sa hauteur. C'est ça que je voulais dire. Le regarder dans les yeux et se baisser pour le regarder, pas de haut, pas le toiser de haut, se mettre à sa hauteur. Lui avait-il dit, moi, je sais pas, Enfin, moi ce que j'entends, c'est que, oui, c'est une maman qui semble un peu dépassée par la situation. Oui, ah oui, oui. Et son compagnon? Son compagnon quoi? Oui, son compagnon, puisqu'il est présent depuis que votre petit-fils est bébé. Oui, alors je sais pas, parce que là je suis pas du tout objective, vu qu'il a vécu chez nous quelque temps, enfin il venait souvent, puis il a vécu quelques mois, et puis apparemment c'est un manipulateur, et il nous a fait fâcher avec ma fille. Il nous a fait fâcher avec ses parents, à lui, enfin bon, tout. Apparemment je pense qu'il voulait s'accaparer ma fille et le petit. Et puis, nous, on n'avait plus droit à la parole. Enfin, ça a été une horreur. J'ai passé un calvaire. Voilà. Et donc, ça s'est à peu près arrangé avec elle parce qu'elle s'est rendue compte que tout compte fait, je pense, elle a quelque part besoin de moi. Mais nos rapports sont tendus. Je ne vais jamais chez elle. Je ne rentre pas chez elle. Sa porte m'est fermée. Lui, bien sûr, je le vois pas. Et je ne sais pas du tout ce qu'il raconte au petit quand je ne suis pas là. Et quand ma fille n'est pas là, j'ai même douté de son honnêteté dans ses paroles, parce que j'ai toujours peur qu'il lui dise, je ne sais pas trop quoi, que mamie est pas gentille, ou que, je sais pas. Oui, donc il évolue aussi dans un climat familial de tension. Ah oui, il peut percevoir. Oui, il y a eu, même ici, quand ils habitaient ici, il y a eu beaucoup de tension parce qu'ils se disputaient sans arrêt, c'était l'horreur. Nous, on n'en pouvait plus, mais le petit aussi, c'était pas évident pour lui. Alors, je sais pas. Parce que, si vous voulez, il peut être aussi dans cet état de... Vous voyez, un enfant turbulent, avant on disait un enfant turbulent, qui peut être... Mais il y a une différence entre être turbulent et être agité. Et l'agitation, ça peut être un signe d'angoisse aussi. Et on peut être angoissé quand on ne sait pas bien quelle est sa place. Et un enfant peut ne pas savoir quelle est sa place quand il n'a pas une place d'enfant. Et c'est en cela aussi que les limites peuvent être structurantes et rassurantes. Oui, c'est vrai. Donc, le rôle d'un parent, c'est... Et je le dis parce qu'avec vous, il semble... Pourquoi est-il plus calme? Peut-être tout simplement parce qu'il est rassuré. Oui, il est plus cadré ici. Et oui. Ici, à table, il s'assied sur sa chaise, il a sa serviette au cou, et avec sa mère, il a longtemps mangé des pizzas sur le canapé. Dire oui à un enfant, dire oui, c'est ce qui est le plus facile. Dire non est compliqué. Et pourtant, c'est cela éduquer. C'est ingrat. Vous le savez bien. Ah oui. C'est ingrat à éduquer.
Et oui, ma fille, elle dit oh là là, qu'est-ce que je vais faire, voilà, c'est moi. Mais votre fille, bon, l'a eu jeune, c'est pas toujours une question de jeunesse, hein, d'ailleurs, parce que c'est avant tout une question parfois de maturité. Elle a vécu quelque chose de difficile aussi, hein, oui. Le fait que son compagnon parte, qu'elle se retrouve seule aussi à ce moment-là. Donc il y a tout un vécu autour de ça. Peut-être qu'elle aurait besoin un peu d'être soutenue. Elle avait fait, elle suivait pas une psychothérapie, mais enfin elle allait voir une psychologue qu'elle avait connue donc au début, juste avant d'être enceinte, et elle l'a reprise là en parallèle avec le petit. Oui. Et donc elle arrête aussi puisque vu qu'elle ne va plus, le petit va plus au CMPP, elle arrête avec cette dame. Pourquoi ? Mais parce qu'apparemment ça ne pouvait être fait qu'en parallèle avec le petit. Oui, enfin c'est pas. Donc elle peut aller chez quelqu'un d'autre. Oui, moi voilà. je serais d'avis qu'elle demande justement un autre avis, qu'elle voit, parce que attention à ne pas orienter trop tôt les enfants. Hein. Elle pourrait demander un autre avis ailleurs, votre fille. Mais pour elle ? Pour votre petit-fils aussi. Ah, pour le petit. Ça serait dommage de le laisser. Si vous voulez, il ne faut pas qu'elle se laisse déborder par son petit garçon de 6 ans. Ça ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ah oui, hein. Qu'un petit garçon de 6 ans, comme ça, finalement prenne le dessus à la maison, c'est pas possible. Et c'est très angoissant pour ce petit garçon. Ouais, parce qu'il se rend compte que il n'a pas de cadre, il n'a pas de repère. Il ne rencontre pas de limite en face de lui. Voilà. Mais c'est vrai que si elle se met en colère, elle crie, elle le punit. Oui, mais crier, si vous voulez, oui. Punir, vous voyez, enfin c'est peut-être qu'elle punit, mais ça continue. Donc à un moment, bien sûr qu'il peut y avoir des punitions dans l'éducation, mais des punitions qui sont adaptées. Oui. Moi, j'ai l'impression qu'il ne comprend pas la relation de cause à effet quand elle lui dit... C'est possible ? Ouais, moi, j'ai l'impression C'est possible ? Non, il n'est pas dans son monde. On ne peut pas dire qu'il plane, mais il y a des moments... on a l'impression qu'il n'est pas tout à fait... Mais il est peut-être trop insécurisé et trop angoissé. Donc, on peut voir chez des enfants qu'on qualifie trop vite d'hyperactifs et à qui, malheureusement, on a prescrit, et on prescrit trop vite, un traitement, oui. Hein, avec toutes les conséquences que ça peut avoir, parce que prescrire aussi très tôt des traitements à des enfants, on peut les rendre dépendants. On sait que la dépendance physiologique, ça peut commencer très tôt. Là où, en arrière-plan, il y a une angoisse très forte. Alors, je ne dis pas que c'est le cas de votre petit-fils, je ne le connais pas, mais il est important de voir ce qui est en jeu derrière. Ah ouais. Et donc, en tout cas, de ne pas baisser les bras, parce qu'à 6 ans, franchement, rien n'est joué. Il y a une histoire derrière, autour de sa naissance, il y a quelque chose, et en tout cas, il faut que votre fille ne baisse pas les bras. Et je crois que là, vous avez un rôle à jouer en tant que grand-mère, c'est-à-dire un rôle très bienveillant. Il ne s'agit pas de culpabiliser votre fille, puisque heureusement, vous avez pu garder ce lien avec elle et qu'elle est en demande vis-à-vis de vous. Donc, gardez ce lien aidant, bienveillant vis-à-vis d'elle, parce que c'est comme ça aussi que vous allez pouvoir aider votre petit-fils et l'encourager à faire une démarche auprès d'un autre pédopsychiatre qui aura un autre regard. Oui, voilà. Oui, parce que Et vous voyez, il y a Sergio qui dit, bon, par exemple, il jouait au foot, ça s'est bien passé. Donc, peut-être en parler aussi à son entraîneur éducateur. Sergio qui ajoute, il dit, j'ai connu un cas comme ça en 6 mois, le petit était métamorphosé. Il y a Laurence de Picardie qui dit, ce petit est en souffrance, il faut pas hésiter à demander plusieurs avis et évidemment à se faire aider. Il y a Chris qui dit, vous, semble-t-il, vous le rassurez. Il y a le subversif qui dit que vous finalement que cet enfant réclame des limites qui lui sont pas sereinement posées et que être parent c'est aussi savoir user d'autorité. Donc donc il faut explorer ces pistes-là. Et que la situation peut rentrer dans l'ordre, mais qu'elle demande un autre avis.
Oui, je disais, il n'existe pas de médecin qui soit spécialisé dans le comportement, comme on dit chez les vétérinaires. Vous savez, pour les bêtes, on dit, je fais une comparaison peut-être idiote, mais on dit, quand le chien, on ne sait pas quoi faire, on va voir un vétérinaire qui explique comment il faut faire. Ça n'existe pas, il faut voir un psychiatre, c'est pas... Alors, il y a des thérapeutes comportementaux même pour les humains. Ah, votre comparaison, elle est pas idiote, elle peut être surprenante, mais elle est intéressante. Oui. Elle est intéressante parce que même s'il y a des thérapeutes comportementalistes, ils ne doivent pas être contents de votre comparaison. Et pourtant, elle est intéressante parce que justement, par le lien que vous faites, il y a des vétérinaires comportementalistes et il y a des thérapeutes comportementalistes. Mais justement, alors les thérapeutes comportementalistes, la différence s'attache, si vous voulez, aux symptômes, sans chercher l'origine des symptômes. C'est-à-dire que le but est la disparition du symptôme. Voilà. Et on ne cherche pas à comprendre pourquoi ce symptôme est arrivé là. On rééduque. Le risque, c'est que le symptôme se déplace, comme on dit un peu dans notre jargon. C'est-à-dire qu'il peut ressurgir sous une autre forme. Ça sera un symptôme différent. Alors, c'est vrai que la psychanalyse n'a pas bonne presse. Vous me direz, dès qu'elle est née, à la naissance même de la psychanalyse, on a crié au scandale et on a dit « Ah oui, mais c'est trop long ». Ben oui, mais parce que on va chercher l'origine du symptôme. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas seulement à le faire disparaître, on essaye de comprendre pourquoi il est apparu. Quelles en sont les raisons. C'est plus long, c'est plus complexe. J'ai connu. Voilà. Je pense que pour un petit enfant, c'est important de comprendre. Cela dit, dans les thérapies comportementales et dans le cas de certaines phobies, pourquoi pas ? Alors par rapport aux vétérinaires, je dirais dans ce que vous dites, dans certains symptômes, vous voyez, la différence quand même, c'est que nous sommes des êtres de langage. Vous dites, il y a des enfants, vous disiez, on a demandé à votre petit-fils, on l'a proposé de voir une orthophoniste. Il y a des enfants qui ne parlent pas parce qu'ils ne savent pas vraiment qu'ils sont des humains. Ils font pas la différence entre un animal et un humain. Parce qu'il y a des parents qui les traitent davantage comme des animaux de compagnie que comme des enfants humains. Oui, mais c'est-à-dire qu'ils les nourrissent, ils les soignent, ils les cajolent ou ils les traitent rudement, mais ils ne leur parlent pas. Or, un enfant a besoin de paroles humaines pour se construire. Et ça, on l'oublie. Ah non, mais si on peut dire, ma fille s'en occupe bien. Non, je ne parle pas du tout. Là, je parlais de façon plus générale. Je faisais abstraction. Je faisais, parce que vous me parliez des vétérinaires comportementalistes et des thérapeutes. Je faisais la différence. Voilà, nous sommes des êtres de langage. Oui. Hein? Oui, non, parce que c'est vrai qu'elle lui parle, elle lui explique plein de choses. Oui, je n'en doute pas. Ensemble, à tout un tas de... Je n'en doute pas. Mais par moment, elle doit être désemparée et là, elle crie. Oui, elle est très fatiguée. Et donc oui, parce qu'elle doit être démunie. Et là, votre petit garçon, il doit être perdu lui aussi. Donc, et je pense qu'ils ont besoin d'aide tous les deux. Et vous avez un rôle à jouer en tant que grand-mère, de soutenir aussi votre fille. Je lui ai dit, je pense que tu n'as peut-être pas la bonne façon de faire, mais moi je la connais pas non plus. J'ai dit. C'est important de lui dire ça. Oui. Voilà, c'est pour ça que je vous ai appelé. Mais qu'elle ne baisse pas les bras et qu'elle se fasse aider. Il y a peut-être une trop grande fusion entre deux aussi. Oui. Oui. Et puis elle a été tellement jeune. Et il y a des moments où je lui dis, t'es un peu une amie pour lui, une copine, et pas vraiment sa mère. Voilà. J'ai l'impression, oui. Mais je vous voyais très juste. Hein. Il me semble. Vous voyez très juste, Françoise. Alors j'ai essayé de lui expliquer tout ça, mais bon, des fois... Mais venant de vous, je pense qu'elle le prendra mieux. Ah, vous voulez lui faire écouter Oh non, pas lui faire écouter, non, parce qu'elle se couche de bonne heure, et donc c'est moi qui appelle. Non, mais... Oui. Lui en parler un petit peu. Je n'ai rien enregistré, mais je vais lui dire ce que vous m'avez dit, oui, bien sûr. D'accord. Oui. Ah, bah, écoutez,
Je vous remercie vraiment beaucoup. Mais merci de votre appel. Merci à vous. Au revoir Françoise. Au revoir Caroline, merci. Pour parler à Caroline Dublanche, appelez le 39 21, 34 centimes les minutes. James Blunt, Dangerous. Bonsoir Céline. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Alors, moi je vous appelle puisqu'en fait je me suis en train de me poser depuis un certain temps des questions sur mon avenir, étant donné que j'ai pas forcément eu une vie, on va dire, entre guillemets, facile. J'ai eu plusieurs échecs à tout point de vue. Et je suis en pleine remise en question. Et du coup, j'en arrive même à me poser la question à savoir si je devrais même pas quitter ma région, mon département pour faire table rase sur le passé et reconstruire quelque chose de nouveau. Et voilà, donc en fait, je vous appelle par rapport à ça parce que j'ai besoin de conseils, besoin d'entendre certaines choses pour m'aider éventuellement et voir plus clair. Voilà. Alors, quand on dit faire table rase, c'est-à-dire on veut faire table rase du passé, et vous dites d'un passé qui a été difficile, donc Oui. quel est-il ce passé? Parce que fait-on jamais table rase du passé? Alors après, quand je dis que oui, j'ai eu un passé difficile, c'est vraiment à tout point de vue, familial, avec mes parents, ma famille en général. Niveau sentimental, je suis restée pendant 13 ans, donc je vais avoir 28 ans. Oui. Et je suis restée pendant 13 ans avec quelqu'un, et c'était pas une relation banale, je dirais. Mmh. Et donc, je crois que cette relation également m'a beaucoup fait de mal et m'empêche d'avancer, je crois. Ouais, j'ai fait le deuil de la relation parce que c'est moi qui suis partie. Mmh. Mais je crois que 13 ans, ça a été trop long et ça m'a pris une bonne partie de ma jeunesse et j'ai pas fait ce que beaucoup de jeunes de mon âge ont pu faire. Oui, vous aviez 15 ans quand vous avez connu ce garçon. C'est ça. Oui, ouais. Donc c'est beaucoup. Oui. Vous étiez très jeune et 13 ans, c'est très long de relation à cet âge-là. Là où normalement on a des relations plus courtes, enfin sur des périodes plus courtes et comme vous dites, votre jeunesse, qu'en avez-vous fait? Enfin, c'est peut-être un peu lourd. Un peu beaucoup, je crois. C'est peut-être pour ça aussi que je me pose des questions. Mais bon, en même temps, comme je vous disais tout à l'heure, il n'y a pas que ça qui me fait me poser des questions. Hein. Au niveau familial, c'est pas, on va dire, c'est pas vraiment la bonne entente par rapport à ce que c'était avant. Et j'ai des gens qui me tournent le dos et puis j'ai des parents qui m'ont fait beaucoup de mal. Voilà, j'ai dû leur en faire, mais ils m'en ont fait aussi et même encore. Donc c'est pour ça que je me dis peut-être la solution idéale serait de tout quitter, de partir. Alors idéal, je ne sais pas. Il n'existe jamais de solution idéale. Hein. Il faut le savoir parce que si on se met dans cet esprit-là, vous risquez d'être déçu, Céline. Ça peut être une possibilité de mettre de la distance géographique, mais j'ai envie de vous dire que la distance géographique à elle seule ne suffira pas par rapport aux difficultés que vous évoquez. Parce que vos difficultés personnelles, vos difficultés, les problèmes que vous rencontrez avec vos parents risquent de vous rattraper, même en étant à distance. Ça peut vous permettre, dans un premier temps, d'être un peu soulagé, de vous dire bon, j'ai mis de la distance entre eux et moi, mais l'important c'est la distance intérieure. Et ça, c'est vous-même qui pouvez le faire.
Parce que sinon, il y a de la fuite dans tout ça. Oui, bien évidemment. Oui. Oui. Mais en même temps, je ne sais plus comment faire. Pourquoi ? Parce que je le sens que j'ai besoin de m'éloigner de tout plein de choses et effectivement, le mot fuite est un très bon mot dans ma situation parce que c'est exactement ce que je recherche au final. Oui, mais vous pouvez encore une fois préparer, parce que ça se prépare aussi. J'imagine, je ne sais pas comment vous l'envisagez, de partir ailleurs. C'est-à-dire que pour que ça se passe dans de bonnes conditions pour vous, cela suppose qu'il y ait quand même un certain projet professionnel, ou enfin qu'il y ait quelque chose d'un petit peu construit, que vous n'arriviez pas comme ça dans un environnement où... Vous voyez, le côté table rase, il faut quand même que vous ayez un point de chute. Enfin, c'est difficile d'arriver dans un environnement totalement inconnu et de se refaire complètement. C'est un peu un mythe. Bon, surtout quand on se sent un peu fragile. Bon, ce qui est votre cas quand même en ce moment. Et après, je dirais par rapport à ce que vous éprouvez en ce moment, cette distance géographique peut vous permettre de travailler aussi sur un plan personnel. Le véritable changement, il va venir aussi de vous-même, c'est-à-dire travailler à évoluer, vous, à changer et à transformer peut-être ce lien que vous avez, et peut-être travailler sur le lien que vous avez avec vos parents, vous délester de cette relation qui a été lourde à porter, ces 15 ans de relation avec cet homme, ce lien parental, voyez, c'est-à-dire que l'éloignement géographique à lui seul ne réglera pas tout. Oui, mais en tout cas, ça peut pas me faire de mal, je pense. Mais c'est ce que je vous dis. Oui. Ça peut aider, bien sûr. C'est parfois c'est plus compliqué de mettre une distance intérieure quand on vit à 2 pas de ses parents avec qui on est en conflit. Je suis d'accord avec vous. Ou de mettre un trait sur une histoire d'amour quand c'est quelqu'un avec qui quand c'est un collègue de travail que l'on fréquente tous les jours, par exemple. Donc bien sûr que je vous rejoins. Pour autant, attention à ne pas vous illusionner sur le fait que partir, parce que là on est dans le cadre d'une fuite qui, ça y est, tous mes problèmes sont résolus. Le véritable changement, n'oubliez pas, il vient toujours de nous-mêmes. Oui. Alors, ça paraît plus compliqué, mais en même temps, c'est plein d'espoir. Parce que là où on pense que les autres, on va pas les changer, les relations, tout à un moment paraît compliqué dans notre vie, tout paraît lourd, on se dit oui, mais la clé, elle est en nous-mêmes. Oui, non, mais je suis complètement d'accord avec vous. Ça, oui. Mais je me doute bien qu'il n'y a que moi qui pourrais faire quelque chose, mais j'en suis arrivée, on va dire, quasiment à un point de rupture. C'est que cette situation-là, où je me sens comme ça fait trop longtemps que ça dure. Trop longtemps. Et je me suis mise dans une certaine solitude ou coupée du monde, on va dire, où j'ai du mal à remettre les pieds dedans, j'ai du mal à faire plein de choses. Et puis bon, peut-être qu'effectivement la vie ailleurs sera la même, voire peut-être un peu plus compliquée, comme vous disiez, le fait de il faut se refaire, il faut se reconstruire ailleurs, il faut prendre ses repères. Là-dessus, je suis complètement d'accord, mais si vous vous êtes enfermé dans une solitude,
c'est un moment, si vous voulez partir, c'est aussi pour que cela change. C'est-à-dire que vous avez envie d'une ouverture. Oui. Bon. Est-ce que vous avez un projet concret ? Concret, non. Oui. Concret, non, voilà. Pour le moment, c'est que des suppositions, comme je disais, le fait de pas savoir trop où j'en suis, j'essaie de trouver des solutions, de me dire est-ce que peut-être que ça ce sera mieux, peut-être. Oui, mais est-ce que vous avez une idée alors d'où vous voulez où vous voulez aller, pourquoi, pour quelles raisons ? Est-ce que vous avez un projet professionnel ? Est-ce que après niveau professionnel, en fait, là je vais passer un concours. D'accord. Donc j'attends simplement là de recevoir la convocation pour me présenter à partir du 12 octobre. Bon, c'est important ça. C'est un projet. Oui, oui. Mais disons que là aussi j'ai des doutes, puisque en fait c'est un concours dans la police. Oui. Et en fait donc j'ai postulé donc dans mon département. Oui. Je vais être obligée si je laisse concours, je vais partir à l'école et puis ensuite je serai affectée au commissariat donc de ma ville. Et après, j'arrête pas de me dire en ce moment, bah oui, mais si je veux partir, je vais faire comment ? Parce qu'après, une fois qu'on y est, on n'est pas muté du jour au lendemain, c'est pas aussi simple, il y a pas mal de démarches à faire et pourquoi vous avez postulé dans votre département ? Parce que le poste était ici. Et j'ai pas forcément réfléchi aussi avant à me dire, mais je sais que c'était dans ma ville, il n'y avait pas d'autre choix. Donc forcément, voilà, là c'est pareil, je me pose des questions, alors que c'est quelque chose qui me tient quand même à cœur au fond de moi, parce que j'étais quand même très très motivée. Et puis depuis quelques semaines là, je commence à me poser des questions même par rapport à ça, en me disant j'en arrive à me dire au final si je le loupe, tant pis. Alors que non, faudrait pas que je me dise ça. Non, il faut pas vous dire ça. Ouais. Parce que alors parfois échouer est un succès sur le plan de l'inconscient, hein. Mais ça peut, si vous réussissez ce concours, cette solitude dans laquelle vous êtes enfermé actuellement et qui vous pèse, le fait de réussir votre concours, ça va déjà être valorisant pour vous d'avoir réussi quelque chose. Et puis, ça va vous ouvrir des perspectives. C'est-à-dire que vous allez travailler, vous allez sortir de cette solitude. Vous allez avoir des horaires, des collègues de travail, des journées bien remplies. Oui. Donc, d'une certaine façon, une vie très différente. Et peut-être qu'à ce moment-là, toutes les questions qui vous tourmentent aujourd'hui, vous allez les appréhender de façon totalement différente. Oui, c'est fort possible. J'y ai déjà pensé, mais je sais pas si en tout cas ça va régler. Oui, bien sûr, je verrai les choses différemment, comme vous dites. J'aurai moins de solitude parce que je verrai plus de monde et puis j'aurai pas un travail spécialement routinier. Donc, ce sera différent. Mais j'ai toujours ces petites choses derrière qui dans cette ville là en tout cas qui me pèsent et qui m'empêchent d'avancer, et même là j'ai peur de louper de rater quelque chose. Vous pensez pour le moment vous rattachez ça à cette ville, Céline. Dans les faits, c'est en vous-même que ça vous empêche d'avancer. C'est les plus grands liens qui vous entravent, ils sont en vous-même, plus qu'au niveau de cette ville. Il y a quelque chose à travailler au niveau de la relation à vos parents. Il y a quelque chose qui vous empêche peut-être
de prendre votre envol, de prendre votre autonomie. Vous voulez le faire de façon radicale, en mettant de la distance, en les quittant. Oui. C'est-à-dire, vous coupez le cordon là de façon radicale. Vous pouvez le faire aussi différemment, en élaborant ce lien, en faisant un travail sur vous-même. Qu'est-ce que vous attendez pour le faire ? Alors après un travail sur moi-même, je suis actuellement, je vois une psychologue depuis 1 an. Mais j'ai encore du mal à y voir très clair vis-à-vis de mes parents, parce que tout à l'heure vous parliez de conflit. Alors, je vous ai pas interrompu, mais je suis pas en conflit actuellement avec eux. C'est arrivé pendant de longs mois, mais c'est revenu. Mais disons que ma maman a un problème avec l'alcool. Et voilà, c'est ce qui rend les choses difficiles, compliquées, parce que j'entends des choses qui font très mal et je vois des choses qui font très mal. Donc en fait, c'est ça, au niveau de mes parents. Donc je me sens impuissante, enfin, je culpabilise, enfin, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Et voilà. Je sais pas si j'arrive à m'exprimer comme il faut. J'ai l'impression que c'est un peu embrouillé, tout ce que je dis. Ah si, je comprends que vous ayez envie de mettre de la distance parce que c'est très lourd pour vous. C'est très lourd à porter et c'est très lourd de voir votre mère et de devoir porter ça et de voir votre mère dans cette souffrance et finalement être au loin. Vous avez le sentiment que au moins vous ne serez plus témoin. Voilà. Vous ne serez plus témoin, vous ne verrez plus. Pour autant, je pense que je ne suis pas certaine que ça réglerait le problème. Mais vous pourrez vous dire déjà, je ne suis pas là, donc je n'en ai pas la responsabilité. Là où, en étant présente, vous devez vous sentir responsable d'elle, d'une certaine façon. Oui, c'est ça. C'est ce qui est lourd pour vous. Oui. Donc ça, c'est compliqué. Et c'est pour ça que c'est douloureux pour vous. Tout à fait. Mais vous ne pouvez pas aider votre mère si elle ne veut pas être aidée. En tout cas, c'est pas vous, sa fille, qui pouvez l'aider, parce que vous, vous déprimez dans cette histoire. Vous y perdez toute énergie. À ce moment-là, qui peut l'aider, parce que j'ai l'impression que ça se fait pas, qu'il se passe rien, que ça continue en fait. Non, c'est aux parents d'aider leurs enfants, pas l'inverse. Vous pouvez pas sauver votre mère malgré elle. C'est le monde à l'envers, sinon, Céline. C'est elle seule qui pourrait s'aider, en tant que votre mère est largement adulte. Elle seule, à un moment, pourrait décider de sortir de cette dépendance. Elle a la possibilité de le faire. Oui, mais elle le fait pas. Enfin, elle ne le fait pas, pour le moment. Peut-être qu'un jour, elle décidera de le faire. Oui, mais j'espère. Bien sûr, parce que pour vous, si votre mère allait mieux, ça vous permettrait de pouvoir vivre votre vie plus tranquillement. Parce que c'est toujours très lourd pour un enfant de savoir que son parent va mal. Parce qu'il y a beaucoup de culpabilité. Mais je vous dis, je pense que même en étant loin, je suis pas sûre que ça vous enlève ce poids de la culpabilité. Même si évidemment vous n'êtes responsable en rien. Mais là, en étant près d'elle, vous la portez. Et ça devient trop lourd pour vous. L'énergie que vous y mettez, vous ne la mettez pas au service de votre vie. Oui. Et la vie vous attend, hein, Céline. Oui. Oui. Non, mais je suis d'accord. Ouais.
enfin voilà, enfin je vous remercie pour ces conseils-là. J'avais besoin d'entendre certaines choses, donc. Vous le savez au fond de vous, mais ça va prendre du temps, hein. C'est le travail que vous avez commencé il y a seulement 1 an, quand il y a une telle problématique, hein, avec un parent, ça prend du temps, parce que évidemment que vous avez envie d'aider votre mère, mais vous ne pouvez pas le faire. Et c'est très dur de renoncer à cela. Et ça fait que, en voulant l'aider, c'est vous perdez complètement dans cette histoire. C'est ce que dit Brigitte d'ailleurs, qui envoie un message à l'instant même, qui dit c'est en prenant soin de vous-même au mieux que vous pouvez l'aider malgré les circonstances. Oui, mais j'arrête pas de me dire en même temps, c'est pas quand il va lui arriver quelque chose qu'il va falloir que je me dise, et si j'avais su, j'aurais peut-être pu. Enfin, c'est surtout ça qui me pose problème, enfin qui me fait surtout très très mal, parce que j'arrête pas de penser à ça. Je me dis qu'à un moment donné, étant donné ce qu'un médecin avait pu me dire quand j'en avais parlé, c'est que à ce rythme-là, un jour, enfin malheureusement, enfin voilà. Donc j'ai pas envie, bien évidemment, en arriver à me dire et voilà, j'ai rien pu faire, et voilà, on n'a rien pu faire, et elle était seule. Et en même temps, comme je vous le disais tout à l'heure, et en même temps, oui, tout ça me pèse. Bien sûr que ça vous pèse. Voilà. Oui. Voilà. Mais il faut vous aider vous déjà. C'est déjà vous aider, parce que vous ne pourrez pas sinon avancer. D'accord. Un petit message d'Isa qui dit: parfois on réussit à fuir un lieu, à fuir des gens, voire même à les éloigner de notre giron. Cela dit, pour votre bien-être, vous devriez prendre le temps de résoudre une à une les problématiques qui vous ont conduit à fuir. Faites simple, commencez par changer quelque chose qui vous semble infime, puis une autre chose, et à un moment donné, le déclic se fera. Vous aurez la force d'aller à la recherche d'une aide constructive qui vous sera bénéfique et vous aidera à avancer. Très bon courage à vous, Céline, et bonne continuation. Puis il y aura des messages aussi pour vous par SMS après le journal de minuit. Bon courage. D'accord. Céline, continuez. Merci ce travail. Hein. Merci Caroline. Au revoir. Au revoir. Morane, fais-moi une fleur. Bonsoir Florence. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Je ne sais pas par où commencer. J'avais envie de parler de mon enfance. Oui. J'ai vécu... mes parents ont divorcé lorsque j'étais petite fille. Je devais avoir 7 ans. Et j'ai vu ma mère souffrir. J'ai vu ma mère énormément souffrir, sous les coups aussi de mon père. Mon père la battait souvent. J'ai vu ma mère en sang. Et j'ai une sœur aînée à qui quand j'étais un peu plus, quand je suis entrée dans l'adolescence, à qui je disais, moi, à ce moment-là, on a des rêves, on a peut-être un idéal. J'avais un idéal. Je disais souvent à ma sœur plus tard, de toute façon, je ne vivrai pas la vie que maman a vécue avec notre père. Et il s'avère que, en fait, j'ai eu le même parcours que ma maman. Vous avez rencontré des hommes violents ? J'ai rencontré des hommes violents. J'ai rencontré des hommes violents. Et je me suis souvent posé la question à savoir... Enfin, pas tout de suite. Oui. Mais
l'âge de 18 ans, j'ai rencontré un jeune homme de mon âge et j'ai eu une petite fille. J'ai une petite fille qui a aujourd'hui 24 ans. Oui. Et cet homme, à l'époque, donc, à 6 mois de grossesse, j'étais enceinte de 6 mois et il m'a laissée. Il m'a laissée et ma mère m'a recueillie. Elle m'a aidée. Oui. Elle a tout fait pour moi. Elle a vraiment tout fait. Je suis entrée en dépression parce que j'étais très très amoureuse du papa de ma fille et il ne se sentait pas prêt. Il ne se sentait pas prêt à devenir papa. Donc j'ai énormément souffert de ça. J'ai souffert de cette rupture. Donc j'habitais chez ma mère avec ma fille. Et ma mère s'occupait régulièrement de ma fille. Elle s'en occupait beaucoup. Et c'est ma mère qui, au fil du temps, voilà, le temps a passé. Et c'est ma mère qui a élevé ma fille. Elle l'a élevée. J'étais toujours très mal. J'étais toujours en dépression. J'avais beaucoup d'angoisse. J'ai mis à peu près 8 ans. 8 ans à guérir, je dirais, de cet abandon. Le fait qu'il m'ait quittée. Et j'ai rencontré quelqu'un d'autre avec qui je me suis, peu de temps après, peut-être 1 an après, on a vécu ensemble. On a eu 2 enfants. On a 2 enfants et ce qui s'est passé, c'est que j'ai voulu protéger mes enfants parce que, en fait, il avait un problème avec l'alcool. Et je suis partie. Je suis partie parce qu'il passait son temps à m'insulter, à me dénigrer. Le papa de ma fille, de ma fille aînée, ne m'a jamais insulté. Il m'a simplement dit je ne suis pas capable, voilà, de devenir. Je me sens pas capable de devenir papa. Je suis trop jeune, mais j'ai jamais eu d'insulte de sa part, des choses comme ça. Mais bon, il m'a quand même quittée. Et avec le papa de mes 2 autres enfants, ça a été vraiment, il s'est mis, il buvait déjà de toute façon. Quand je l'ai rencontré, il me disait qu'il buvait de temps en temps, comme ça, qu'il aimait bien prendre un apéritif et tout ça. Et je me suis aperçue très très vite qu'il était dans l'alcool, vraiment dans l'alcool. Et je pensais qu'il allait peut-être que le fait d'avoir des enfants, nos 2 enfants, qu'il allait changer. Et finalement, non, il n'a pas changé du tout. J'ai été battue. J'ai eu l'impression vraiment de revivre, de vivre ce que ma mère avait vécu avec mon père. Et comment était votre père avec vous ? Mon père, oh là. Mon père, en fait, lorsque nous étions tout petits, mon père était quelqu'un qui était très affectueux. Il était très affectueux avec ses enfants. Lorsque mes parents ont divorcé, il a complètement changé. Et toute petite, je me souviens, petite fille, à 7-8 ans, mon père s'est mis à
là, je parle pour moi, je ne veux pas parler de mes sœurs, hein, mais mon père s'est mis à m'insulter de tous les noms, me disait souvent, de toute façon, tu es comme ta mère, tu seras comme ta mère, tu feras jamais rien de ta vie. Et ça a été les insultes, et ensuite il a commencé à me frapper. Il était très violent. Je me souviens aussi d'un... Il vous assimilait à votre mère? Oui, il m'assimilait à ma mère, et il me disait souvent, qu'est-ce que tu lui ressembles? Oui. Donc en fait, il avait une haine envers ma mère, et donc il a reporté sur moi. Vous. Oui. Il a reporté sur moi, et ça lui est arrivé aussi de me frapper. Je me souviens, j'avais fait une bêtise, pourquoi, je ne sais plus exactement, et il s'était emporté, et il m'avait asséné un coup de poing dans le ventre. J'étais une petite fille, je ne comprenais pas pourquoi je subissais ça. Alors tous ces hommes que vous avez rencontrés, un point commun, hein, c'est la violence, et c'est la violence finalement qui a à voir avec votre histoire, avec votre père. Oui. Et ça pose quand même la question dans ces relations, dans le choix que l'on fait de l'autre. Vous savez, on a tous une double face, Florence. Il y a une partie de nous consciente qui ouvertement désire certaines choses. Donc vous, en l'occurrence, j'imagine un homme bienveillant. Vous dites d'ailleurs de cet homme qui buvait, vous espériez qu'il change. Oui. Bon. Puis une face cachée, inconsciente, celle-là, et qui résiste très fort. Parce que cette face cachée, dans la situation, aussi difficile soit-elle, elle trouve une jouissance névrotique, parce que il se rejoue quelque chose de notre histoire ancienne. Alors, cette face cachée, elle est la plus forte. Et dans l'histoire que vous me racontez, vous tombez, pas par hasard, sur des hommes qui vous maltraitent comme votre père l'a fait avec vous. Or, il existe quantité d'hommes, la majorité, je dirais, qui sont aimants, qui sont tendres, qui sont attentionnés. Or vous allez, comme un aimant, vers ceux qui vous maltraitent. Oui, c'est curieux. Donc, non, c'est cette partie obscure. Et c'est là-dessus qu'il faudrait travailler. C'est-à-dire comprendre ce mécanisme inconscient et vous changer vous, et pas vouloir les changer eux. Parce que tant que vous ne changerez pas vous tomberez dans ce scénario infernal. Parce que vous me l'avez dit tout de suite. Vous m'avez dit, je ne veux surtout pas avoir la vie de ma mère. Oui, c'est vrai. Je ne veux pas, je ne veux pas avoir la vie que ma mère a eue, ce qu'elle a subi. Et... Alors il est temps de reprendre le cours de votre vie et de travailler sur cette partie de vous qui est très agissante et qui, je dis nous sommes tous des êtres comme ça à deux faces.
où on pense qu'on dirige comme ça consciemment tout de notre vie, et puis on a une partie comme ça inconsciente qui nous dirige et qui nous fait vivre des situations qui sont des situations beaucoup plus anciennes et dont on a beaucoup de mal à se dépêtrer. Oui, oui, c'est vrai. J'ai fait une thérapie. J'ai fait une thérapie qui a duré 5 ans, où je parlais beaucoup bien entendu, je parlais beaucoup de mon enfance. J'évoquais la souffrance de ma mère, de ce qu'elle avait subi. Et parce que j'en ai beaucoup voulu. Alors, ce qui est très paradoxal, c'est qu'en fait, ma mère est partie. Ma mère est partie, et donc voilà, j'ai vécu ça comme un abandon. Mais elle ne rentrait pas. Il y avait des jours, il y avait des soirs où elle ne rentrait pas. Et à ce moment-là, quand j'étais enfant, je me disais mais maman, pourquoi elle n'est pas là? Pourquoi elle ne rentre pas? Un enfant dans sa tête, il peut se passer tellement de... Un enfant peut comment dire, imaginer beaucoup de choses, à savoir que sa maman peut ne plus l'aimer. Moi, c'est une question que je me posais souvent quand j'étais petite. Je me suis dit, mais ma mère a tellement subi que voilà, donc elle est partie et elle nous aime plus. Et il a fallu que je fasse cette thérapie pour comprendre que ma mère était tout simplement elle vivait dans la terreur de subir. Oui. Tout le temps, comme ça, de toujours subir les coups. Mon père a frappé pour rien. Pour rien, parce que... Mais elle a fini par partir, votre mère. Elle a fini par partir. Oui, donc elle a fini à un moment par pouvoir mettre un terme. Hein. C'est important aussi quand même pour vous de voir cette mère qui, à un moment, subissait parce qu'elle était dans la terreur. Je ne sais pas quelle était son histoire personnelle auparavant. Mais à un moment, elle a pu quand même réagir. Oui. Alors évidemment, avec vous étiez, il y avait toutes ces images et qui sont fortement ancrées en vous. Mais il y a quand même à un moment l'image de cette mère qui a pu réagir. Absolument. Hein? Et c'est pour ça que... c'est important. Quand j'ai fait cette thérapie, et ça m'a énormément aidée, et j'ai pu comprendre. Oui. J'ai pu comprendre que ma mère, j'en ai beaucoup voulu à ma mère, je ne lui en veux plus du tout, parce que j'ai compris sa souffrance, vraiment sa douleur, et qu'elle devait en effet partir, et Maintenant, il faut penser à vous, à votre vie, et je vous dis, rien n'est figé, n'est définitif, et ne se répète comme ça à l'infini. On peut, je veux dire, vous inscrire dans un autre scénario. À partir du moment où vous pouvez ne plus aller vers des hommes qui vont vous atteindre et vous faire du mal, parce que vous changez ce mécanisme inconscient qui fait que vous êtes comme aimanté par des hommes. Vous les sentez, hein. Donc c'est à travers, comme le dit Cathy, finalement, d'une certaine façon, à travers ces hommes que vous vouliez changer, c'était aussi changer le père, réparer votre histoire. Alors, oui. Votre histoire, vous pouvez la réparer plus avec cette thérapie, plus sur travail sur vous-même, de façon à, dans la vie après, vivre des histoires qui ne vous abîment plus.
C'est cela qui est important. Bonne chance à vous, Florence. Merci beaucoup. Merci de votre appel. Merci. Au revoir. Au revoir. Pour parler à Caroline Dublanche, Appelez le 39 21, 34 centimes les minutes. Fugees, No Woman, No Cry. Pour dialoguer avec Caroline Dublanche, envoyez nuit suivi de votre message par SMS au 7 39 21. 50 centimes plus coût d'un SMS. Un petit message qui arrive au 7 39 21 pour Florence, qui dit: au lieu de se dire que nous ne voulons pas finir comme notre mère, il est meilleur de se figurer ce que nous voulons comme vie et comme amour. On va accueillir maintenant Valérie. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Valérie. Je vous appelais ce soir pour vous parler de mon fils et aussi des activités extrascolaires. Oui. En fait, il fait du violon depuis 5 ans, il a 11 ans. Et il a voulu en faire très très tôt, à 4 ans et demi, il ne parlait que de ça. Ah, c'est pas banal. Donc, comment est venu ce désir de faire du violon? Vous en faites vous-même? Il y a quelqu'un qui en fait dans la famille? Ah non, moi je suis pas du tout musicienne. Mon mari a fait un peu de musique, mais sans plus. On est plutôt dans le dessin que dans la musique. Et pourquoi le violon alors à 4 ans et demi? En fait, il a regardé une émission de télé un jour. Oui. Il y avait une violoniste, une jeune femme qui jouait du violon, et il m'a dit c'est magnifique. Enfin, il n'a pas utilisé ces mots-là, mais il était vraiment en admiration, et il a vraiment eu le désir d'en faire à ce moment-là. Voilà, c'était un déclic, comme un déclic. D'accord. Voilà. Et là il fait il fait du violon depuis 5 ans, et ça se passe plus ou moins bien parce qu'en fait c'est du travail, hein, et c'est pas et comment ça se fait pas comme ça, voilà. Et donc le solfège ça va, ça l'embête pas plus que ça. Mais c'est de s'entraîner tous les soirs en fait. Donc en fait au début on s'entraînait tous les soirs. Bon, il était assez rigoureux là-dessus. Et puis ensuite ça a été, j'ai dit comme il râlait un peu, ce qui peut se comprendre, on a fait un soir sur 2, puis 2 fois par semaine, et puis ça dépendait quoi. C'est beaucoup tous les soirs, non? C'est beaucoup, oui. Je trouvais que c'était beaucoup. Ah, oui. Donc ouais. Surtout que il avait que 6 ans et demi, oui. Donc c'était la prof, elle était assez stricte, elle disait. C'est fastidieux, vraiment... je trouve, tous les soirs. Hein. Oui, tous les soirs, ça fait beaucoup. Si petit, oui. Et oui. Mais il a bien avancé. Aujourd'hui, il joue pas mal. Oui. Et en fait, ça fait à peu près 3 ans, il m'a dit j'en ai un peu marre. C'est du travail, tout ça. Enfin, on sentait qu'il voulait un peu lâcher. Oui. Avec mon mari, on s'est dit il faut qu'on est là nous pour le motiver. Faut pas qu'il lâche. Il fait des gros progrès. Et maintenant, c'est sympa ce qu'il fait. Enfin, on l'a motivé quand on lui a dit c'est bien, on est fiers de toi. Franchement, on s'est engagé pour l'année là, donc on finit l'année. Après, on verra. Donc une fois l'année finie, je lui disais, il passait son examen, il prenait plaisir à jouer devant le jury, il adore jouer devant des gens. Oui. Et en fait, il me disait, je veux recommencer l'année prochaine. Alors je lui disais, t'es sûr? Il me disait, oui, je veux recommencer. Bon, et on repartait pour une année de plus, entre guillemets de galère en quelque sorte, parce que mon mari, lui. Pour lui, on s'est engagé, donc c'est comme ça. Hein, quand on s'engage dans quelque chose, il faut le mener jusqu'au bout. Et donc voilà, et il râlait, je veux pas m'entraîner, je veux pas ceci, je veux pas cela. Et à chaque fin d'année, c'était rebelote. D'accord, je vais en refaire. Je lui dis, mais t'es sûr que c'est pas pour nous faire plaisir? Tu veux vraiment le faire toi? Et alors, il me disait, oui, c'est pour moi, je veux le faire, etc. Mais je me disais, allez, on recommence, c'est bon. Et du coup, 5 ans sont passés, et voilà, quoi. Et cette année, là, ça a été un peu plus... il y a 11 ans aussi, hein, l'âge fait que... on va rentrer dans l'adolescence bientôt. Oui. Et donc, cette année, la veille d'aller au cours, je pensais que c'était samedi dernier, le cours, et la veille, il a entendu dire qu'il allait aller au cours de violon, il s'est mis à pleurer... Je veux vraiment pas en faire, j'en ai marre. Enfin c'était
Voilà, c'était des grosses plaintes. Et donc, je me suis dit, en fait, on avait décidé avec mon mari de lui faire faire cette année, puisqu'il nous avait dit, en gros, je sais pas, décide. Voilà. En fait, c'était à nous à décider. Il savait plus où il en était. C'était trop, pour lui, je pense, c'était trop de prendre cette décision-là. Enfin, et donc, on avait dit, écoute, tu veux apprendre le vibrato, on fait cette année, comme ça, on en parle à la prof, tu apprends le vibrato, et l'année prochaine, on arrête, si ça te va comme ça. Bon, d'accord, enfin, on avait eu cet accord-là entre nous, et donc, là, il a refusé, enfin, il voulait pas y aller samedi dernier, donc j'ai dit écoute, tu viens avec moi, on va voir la prof, on va lui expliquer que tu veux pas en faire, et voilà, on y va ensemble, t'inquiète pas, machin. Donc on y est allé ensemble, et manque de bol, enfin, lui il était content, mais il y avait pas la prof, c'est la semaine prochaine que commencent les cours. Donc en fait, je pense que je vais appeler la prof pour lui dire qu'il veut plus en faire, mais je vois déjà, aujourd'hui il y avait cours de solfège, j'y ai pas allé, et l'école de musique m'a appelé en disant il n'était pas là. J'ai dit non, c'est mon mari qui l'a eu, il veut arrêter. Oh, mais c'est débile, enfin il veut utiliser des mots assez durs. Votre mari? Non, les gens de l'école, à cet âge-là, c'est pas à eux à prendre la décision, il faut vraiment les pousser. Enfin voilà quoi, il y a le chef d'orchestre qui m'avait dit cet été, de toute façon, les enfants, c'est pas eux à décider. Enfin moi je sais pas, mon mari lui il est un peu dans cet état d'esprit-là, et moi je suis plutôt à me dire ça reste quand même une activité extrascolaire. Donc, oui, je suis d'accord avec vous. Ça reste une activité extrascolaire. L'école est obligatoire. Voilà. Et c'est important de motiver les enfants en étant période de rentrée ou lorsqu'ils traînent les pieds pour y aller, notamment pour ceux pour qui c'est la première fois, ou quand les vacances sont passées par là, de dire que on apprend des tas de choses intéressantes, que en tant que parent on peut pas forcément enseigner, qu'on se fait des amis. L'activité extrascolaire, il faut qu'il y ait du plaisir. Oui. Alors évidemment, il y a des activités où il y a de l'effort. On dit c'est important aussi de donner le sens de l'effort aux enfants. Mais effort et plaisir peuvent se conjuguer. Oui. Or, le discours tenu par les responsables là, de cette école, où on dit à cet âge-là, les enfants n'ont pas leur mot à dire, me paraît excessif. Pourquoi ? Ils l'ont pas dit tout à fait comme ça, mais en gros... en tout cas... oui. Et pourquoi ils n'auraient pas leur mot à dire ? À 11 ans, qu'est-ce que ça signifierait d'envoyer... pour le coup, c'est ça, d'envoyer un enfant à un cours de solfège, un cours de musique, ou peu importe, un cours de danse, un cours de sport, alors qu'il pleure et qu'il ne veut plus y aller. Ça n'a pas de sens. Non. Ça n'a pas de sens. En tant qu'adulte, on ne va pas faire une activité extra-professionnelle en pleurant, en disant « je n'ai pas envie d'y aller ». Pourquoi on l'imposerait à un enfant ? Je suis d'accord. Alors, il est possible qu'il reprenne plus tard, mais pour le moment, et je trouve au contraire important qu'il puisse le dire, et qu'il puisse, vous avez raison de le souligner, il a 11 ans, c'est un âge aussi où il est quand même, il entre dans une période de préadolescence, et ça lui demande un certain courage, parce que ça consiste à dire, moi c'est moi, et vous c'est vous, ses parents, et il pense blanc, vous pensez noir, et il peut parler en son nom propre, finalement, et de dire c'est sa vérité à lui du moment. Et peut-être que en insistant trop, ça serait la meilleure façon de le dégoûter. C'est ce qui s'est passé, je pense. Parce que mon mari insistait vraiment. Et en fait, s'il a continué autant de temps, je pense que c'est pour lui faire plaisir. Peut-être. Il met la barre très très haut. Mon mari, il est très, très, très. Il peut être dur parfois. Voilà, parce qu'il veut tellement qu'il réussisse, il veut tellement qu'il soit bon partout. En plus, vraiment, il est super, quoi. Il est vraiment...
Et bon, parfois le soir, il pleure, parce que bon, on parle beaucoup. Moi, je veux qu'il parle. Enfin, je lui dis, il n'y a pas de souci, tu me parles, quoi que tu... Enfin, donc le soir, il m'appelle, il dit, est-ce qu'on peut parler? Je dis oui. Bon, ben, on parle. Il me dit, bon, ben, j'en ai marre. Papa, il est jamais content. Je sais pas comment faire. Il veut pas jouer avec moi. Bon, enfin bon, il a aussi ses soucis d'enfant et tout ça. Mais bon, j'entends bien que voilà, son papa, bon, il veut qu'il soit fier de lui, donc quelque part, je pense qu'il n'osait pas dire je veux pas en faire, et là, il a craqué, ça a été plus fort que lui, et là, il m'a dit le week-end dernier, ben, je veux plus faire de musique. Enfin voilà, il a ce que je voulais pas qu'il ait justement, c'est-à-dire j'ai l'impression qu'il est dégoûté. Il est en train de le décourager, oui. Complètement. Ouais. Vous savez pourquoi votre mari a cette attitude-là vis-à-vis de votre fils ? Pourquoi il exige autant de votre fils sur beaucoup de plans? Ben, je sais pas du tout. Je sais qu'on a failli le perdre quand il avait 3 semaines. Jusqu'à l'âge de ses 5 mois, bon, on a combattu. Enfin, il a eu un cancer. Donc, je sais pas s'il est resté marqué par ça. Enfin, on l'a beaucoup couvé au début. Enfin, on était très, très attentifs à tout, enfin on le gâtait un peu beaucoup. Et là, je sais pas, j'ai l'impression que c'est peut-être soit il fait machine arrière, il se dit bon ben je l'ai peut-être trop gâté. Enfin, c'est vrai qu'on voudrait qu'il nous aide. Enfin, il est assez feignant. Enfin, pourtant non en fait quand on y regarde. Il pourrait paraître feignant enfin, il rechigne à faire des choses, mais bon, tous les enfants font ça. Moi, j'étais la première à le faire quand j'étais enfant. Et je sais pas, et j'ai l'impression que maintenant, il voudrait qu'il soit, il veut lui donner le goût de l'effort. Il veut qu'il travaille, il lui dit, voilà, si tu veux t'en sortir, il faut vraiment que... Oui, mais trop. Oui, parce qu'à trop vouloir lui donner le goût de l'effort, il va le décourager, puisque votre fils dit, c'est comme si son père n'était jamais satisfait. Oui, ce n'était jamais assez. Ouais. Et ça serait important d'en parler à votre mari. Ah, j'en parle tout le temps, j'en ai encore parlé cet après-midi. Je lui ai dit, franchement, je pense que la musique, tu l'as dégoûté. Il dit, mais non, pas du tout. Puis là, bon, les discours des gens de l'école de musique, il nous les a ressortis. Un enfant à cet âge-là, il faut le motiver. Alors, je ne sais pas le lien que vous faites avec avec sa maladie, avec le cancer qu'il a eu. Ça paraît, je ne sais pas, dire comme si, je ne sais pas, est-ce que... Côté, on l'a trop couvé, enfin ça paraît disproportionné. Un enfant, cette maladie grave, heureusement que vous l'avez beaucoup entouré, beaucoup protégé, et pour autant, pourquoi exiger autant de lui aujourd'hui, comme si parce que il a surmonté ça, maintenant il faut il fasse encore plus que les autres. Pour devoir dire. Pas que ce soit à cause de ça. Enfin, non. Disons que c'est la seule chose. Enfin, peut-être ça m'est venu parce que c'est la seule chose qui nous est arrivée. Oui, mais c'est peut-être par rapport à l'histoire de votre mari. Oui. Peut-être que votre mari aussi a besoin que son fils. Que cherche-t-il à prouver à travers la réussite de son fils? Il est toujours en train de travailler, de s'améliorer. Et il ne conçoit pas, même moi, il me dit des fois, mais tu rentres du travail, tu lis des romans, tout ça, tu ferais mieux de te former, de machin. Enfin voilà, quoi, il est très, pas dans la compétition, mais dans l'effort, toujours. Oui. C'est parfois lourd. Et moi, je lui donne cette légèreté à Clément, de dire, bon, ben moi, j'ai redoublé, ça m'a fait vachement de bien quand j'étais en 5e et tout. Heureusement que vous faites le contrepoids, hein. Oui, votre mari ne s'autorise pas beaucoup de plaisir. Non, ah non, ça c'est clair. Ça serait intéressant de voir, vous pourriez lui poser la question pourquoi il est toujours dans ce défi par rapport à lui-même, dans cette performance. Pourquoi il lâche jamais et qu'il est en train de reproduire ça sur son fils. Mais ce qui s'impose à lui-même après tout et qui lui procure du plaisir à lui-même, son fils, ce n'est pas lui. Voilà, c'est ce que je lui ai dit cet après-midi. Mais c'est pas parce que toi, tu veux être brillant, tu veux ceci, tu veux cela, que ton fils, il faut que tu fasses la même chose pour lui. Lui, c'est sa vie. Et pourquoi veut-il être aussi brillant
En fonction de qui, de quoi, à qui voulait-il plaire? On peut se demander. C'est une bonne question. Oui, à qui voulait-il plaire et qu'est-il en train de reproduire avec son fils? Ce serait peut-être intéressant de lui demander pour qu'il s'interroge et qu'il le lâche un peu. Oui, ah oui, quand même. Il faut bien qu'il le lâche un peu. Ça, c'est je pense. Ah oui, tout à fait. Ça lui ferait bien. Ça. Que dit le subversif? Si son jeu subtil a quelques graves dissonantes, c'est qu'il compose une musique qui ira crescendo. Donc, il faut laisser un petit peu, il faut l'entendre. Oui, tout à fait. Oui, parce qu'après, il va se révolter. Oui, ce que dit Brigitte, c'est bien lourd pour un enfant, temps d'attente, contre-productif à long terme, ça peut freiner, voire paralyser. Oui. Donc, donnez-lui... En plus, il a toujours eu des grosses capacités à l'école. Et il s'ennuie pas mal, ça c'est clair. Enfin, c'est ce qu'on m'a dit, maintenant, je sais pas. Et là encore, aujourd'hui, on m'a dit... j'ai une amie qui m'a appelée parce que sa fille est dans sa classe, elle était embêtée. Elle m'a dit mais je te le dis, il s'est fait exclure du cours de maths parce que il bavardait avec son copain et donc le dis pas à ton mari parce que ça va être terrible. Enfin bon bref. Voilà. Si vous voulez, c'est dommage. Au départ, c'est venu de votre fils. Il a vu, c'est formidable, il a vu une violoniste, donc il avait cette envie-là, ce désir-là, je trouve ça formidable. Et le fait d'avoir une activité, quelle activité? La musique. Et après, ça devient quelque chose où on se demande pour qui c'est fait, et apparemment c'est pour faire plaisir. Donc, lâcher un peu la bride, lâcher, et il peut reprendre, mais d'autant plus, il reprendra d'autant plus facilement s'il sent peut-être que son père est un peu moins sur lui, un peu moins en attente. Oui, tout à fait. Ça me paraît essentiel. Oui, c'est ce que je lui dis. Il me dit oui, mais si j'arrête, je vais tout perdre. Parce que c'est un instrument où c'est vrai que quand on arrête, on recommence au début, quand on reprend des cours. Et je lui dis, mais non, t'as pas perdu, c'est super, tu sais que tu peux jouer, que t'es parti de zéro, et là t'es arrivé à jouer d'un instrument, t'as appris le solfège, tu sais lire une partition, tu te rends pas compte, c'est super et tout. Enfin, je lui ai montré tous les bons côtés de son apprentissage et il n'avait pas vu tout ça. On va accueillir Nicole. Bonsoir Nicole. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir. Je suis un peu gênée par vos propos. Oui, mais c'est pas grave. Justement, j'ai vu, donc c'est intéressant que vous ayez un avis comment contraire. Voulez-vous demander à un enfant jeune que ce soit facile de travailler un instrument tous les jours? Oui, un instrument se travaille tous les jours, pas forcément 2 heures, mais oui, un instrument se travaille tous les jours. C'est sportif, c'est cérébral. On ne peut pas travailler une fois par semaine, ça ne donne pas de résultat. Oui, c'est difficile, mais parce que l'école est incriminée là-dedans. L'école n'est pas forcément... L'école est obligatoire, je suis d'accord avec vous, mais pourquoi toute la journée? Comment peut-on empêcher un enfant de faire du sport et de la musique et d'aller à l'école toute la journée? Donc c'est difficile. La situation actuelle, elle est difficile. Un enfant à qui on va faire arrêter le violon ou le piano ou ce que vous voulez dans les 4 ans ou 5 ans, va retomber sur ses parents et leur dira « t'aurais dû me pousser ». Voilà, ça c'est clair. C'est ce que je me dis. Ouais. Alors c'est compliqué comme situation. Oui. Moi, je ne saurais que encourager la maman à trouver des solutions pour que ce soit peut-être moins lourd, mais à continuer de toute façon. On a besoin de la musique, vous savez. On mange tous les jours, on va à l'école tous les jours, on se lève tous les matins, on doit pouvoir faire du sport et de la musique tous les jours. Ça me paraît, pour une construction d'un individu, ça me paraît super important, vraiment. Je suis d'accord avec vous sur le fait que c'est important qu'il y ait une activité extrascolaire et d'autant plus la musique. Je vous comprends. Vous dites on a besoin de la musique, mais après la discussion que nous avons eue avec Valérie autour des attentes qui semblent reposer sur les épaules de cet enfant, et notamment l'investissement qu'il y a sur lui par le père, me paraît quelque peu problématique.
Voilà. Et si cet enfant a le sentiment que maintenant il joue du violon pour faire plaisir à son père et qu'il doit être le meilleur, eh bien, ça a un effet inverse et ça va finir par le dégoûter du violon. Donc, il faudrait peut-être aussi que le père s'interroge sur pourquoi il investit autant, pourquoi son fils doit être partout le meilleur, parce que si c'est pour flatter son narcissisme, eh bien... à un moment, c'est son fils qui risque d'être en échec et ça serait dommage parce qu'effectivement, au départ, c'est son fils qui avait investi cette activité. Mais s'il a le sentiment que maintenant cette activité c'est plus à lui, elle ne lui appartient plus, mais qu'elle appartient à son père, ça ne va pas aller. Oui, mais si vous voulez, Caroline, le travers des parents, c'est souvent ça. Oui, mais c'est bien le problème. C'est bien le problème dans beaucoup d'activités. Donc lâcher un peu les enfants et derrière le sens de l'effort. Une année sabbatique, ça pourrait peut-être lui faire du bien, mais bon. Et parlez un petit peu à votre mari et dites-lui que si lui se fait plaisir, posez-lui, demandez-lui à qui lui veut-il tant. Pourquoi a-t-il besoin d'être aussi performant, gentiment, hein, mais qui réfléchissent peut-être un petit peu à ça. Merci en tout cas, Nicole, de votre point de vue. C'est important de vous entendre aussi. Et bonne chance à vous, Valérie. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Quel délice de se quitter avec Juliette Katz. Tout le monde, allez, j'espère que tout le monde sera là demain au rendez-vous, 23h sur Europe 1. Maintenant, il est 1h, c'est l'heure des infos avec Émilie Bonneau.